Dr. Elia Carter, 39 ans, sorti de sa résidence sécurisée dans le quartier huppé de Georgetown, un quartier historique de Washington, D.C., connu pour ses maisons en briques anciennes, ses rues pavées bordées d'arbres, ses boutiques élégantes et ses ambassades silencieuses. Il vivait dans un immeuble discret mais luxueux, protégé par un service de sécurité privé. Pas par vanité, par précaution. Ce matin-là, le ciel était d'un bleu calme, traversé par quelques traînées de nuages. L'air était frais, presque printanier. Elia, fidèle à lui-même, était d'une élégance sobre. Il portait un costume gris anthracite sur mesure, confectionné par un tailleur afro-américain de Chicago qu'il soutenait depuis des années. Une chemise blanche immaculée, une cravate bleu nuit, des chaussures italiennes cirées à la perfection. Lunettes rectangulaires fines, barbe soigneusement taillée. Rien n'était ostentatoire. Tout était affirmé. Il ne portait aucun bijou, aucun signe de richesse clinquante. Il n'en avait pas besoin. Son nom circulait dans les couloirs de la Maison-Blanche, dans les amphithéâtres de Harvard et dans les cellules de réflexion des plus grandes ONG. Il était professeur de droit constitutionnel à Harvard, spécialiste des politiques carcérales, auteur de 2 ouvrages salués sur la réforme de la justice et membre du Conseil présidentiel pour l'équité raciale, créé 2 ans plus tôt. Ce matin-là, il ne se rendait pas à un colloque ou à une conférence. Il allait rencontrer la vice-présidente des États-Unis, en personne. Le sujet, l'abus des contrôles policiers à l'encontre des minorités, un sujet qu'il connaissait jusqu'à la moelle. Ce rendez-vous pouvait changer l'orientation d'une réforme fédérale. Il savait que chaque mot comptait. Il prit le volant de son SUV Cadillac Escalade 2025, un véhicule de luxe, noir brillant, blindé et discret à la fois, mis à disposition par le département de la justice pour ses déplacements officiels. À l'intérieur, vitres teintées, cuir noir, système de sécurité renforcé. Il n'en était pas fier. Il trouvait cela presque excessif. Mais on avait insisté. Monsieur Carter, en ces temps, votre sécurité est notre priorité. Il programma son itinéraire vers Capitol Hill, une quinzaine de minutes de route. Il roulait calmement, respectant les limites de vitesse. Il connaissait trop bien le terrain. Dans certains quartiers, le simple fait d'être un homme noir au volant d'un véhicule haut de gamme suffisait à attirer des regards, voire des gyrophares. Et justement, il approchait d'Anacostia, un quartier historiquement noir, en pleine gentrification, encore marqué par les tensions raciales, la pauvreté et une surpoliciarisation chronique. Ce matin-là, dans leur voiture de service, l'officier Branson, un vétéran de 52 ans, blanc, râblé, l'air blasé, et l'officier Mitchell, 32 ans, plus jeune, plus nerveux, patrouillaient sans conviction. Ils venaient de recevoir une alerte banale via leur radio. Signalement d'un homme noir dans un SUV noir circulant lentement sur Elmwood Street. Possiblement en repérage. Pas de violence, pas d'armes. Fin de transmission. Branson grogna. Toujours les mêmes histoires. Un mec qui traîne et c'est l'alerte générale. Mais il jeta tout de même un œil à l'écran de bord. Quand ils virent l'escalade noire tourner dans leur direction, il sourit froidement. « Regarde-moi ça, Mitchell. Trop de bling pour pas assez de raison. Et dans ce coin-là, laisse-moi deviner, pas d'immatriculation locale. Tu veux vraiment engager ça? C'est peut-être rien. Faut vérifier. C'est notre job, non? Rends-toi utile, gamin. » I la llum a les gyropares ruches et bleus. Elia, surpris mais pas paniqué, jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Il se gara calmement sur le bas-côté, à hauteur d'un trottoir ensoleillé. Il coupa le moteur, abaissa immédiatement les vitres avant, et posa ses 2 mains bien visibles sur le volant, dans une posture qu'il connaissait par cœur, la posture de survie. Lorsque les 2 policiers s'approchèrent, Branson sortit immédiatement la voix autoritaire, sèche. « Descendez du véhicule. Mettez-vous contre la voiture. » Elia fronça légèrement les sourcils, sans agressivité. « Officier, tout va bien? Je suis pressé, j'ai une réunion au Capitole. » Mitchell sembla hésiter, mais Branson s'énerva. « J'ai dit descendez. Les mains sur le capot. Je peux au moins vous montrer mon badge gouvernemental? J. Suisse. Les mains sur le véhicule. Maintenant. » En moins de 5 secondes, Elia fut tiré de son véhicule, plaqué contre le capot, menotté, fouillé avec brutalité. Aucun mot, aucune vérification.
Branson, à voix basse, lâcha. On verra si t'es si pressé, mon gars. Ils le forcèrent à s'agenouiller sur le trottoir, sous le regard médusé de quelques passants. Une femme âgée s'arrêta, choquée. Un adolescent, Kenny James, 16 ans, sortit son smartphone et commença à filmer. Yo, c'est pas normal ça. Il fait rien le monsieur. Pourquoi il le plaque? Pendant ce temps, dans l'aile de la Maison-Blanche, l'agenda de la vice-présidente était minuté à la seconde près. 10 minutes après l'heure prévue du rendez-vous, son attachée de presse, Jessica Wren, fronça les sourcils. Elia Carter n'était jamais en retard. Jamais. Elle tenta de l'appeler. Une fois. 2 fois. Aucun signal. Un sentiment de alerte se installa. Elle appela immédiatement l'assistant personnel du docteur Carter, qui confirma qu'il était bien parti depuis 1 heure, à bord du SUV blindé fourni par le département de la justice. Devant l'urgence, ils activèrent le GPS sécurisé du véhicule, un protocole réservé aux membres de haut rang en cas de menace ou d'incident. La carte s'afficha. Le véhicule était stationné depuis 17 minutes à une intersection de l'avenue Good au Prod SE, dans le quartier d'Anacostia. Mais un détail attira immédiatement l'attention. Le signal était encadré d'une alerte en rouge clignotant sous garde policière. Dans les 5 minutes qui suivirent, un agent du secret service, Marcus Hill, fut envoyé sur les lieux. Il connaissait personnellement Elia. En approchant de la scène, son regard se durcit. Il vit le professeur encore menotté, genoux à terre, les paumes tournées vers le ciel comme s'il avait été pris en flagrant délit. 2 policiers blancs fouillaient encore l'intérieur du véhicule, ignorant les regards des passants, parmi lesquels un jeune homme filmait discrètement avec son smartphone. Il sortit de sa voiture banalisée, exhiba son badge fédéral et marcha droit vers les agents. Libérez immédiatement cet homme. Il est conseiller principal auprès du Conseil présidentiel pour l'équité raciale. Vous venez de commettre une arrestation illégale d'un haut fonctionnaire fédéral. Les mots claquèrent comme des gifles. Branson blêmit, Mitchell laissa tomber la lampe torche qu'il tenait. Ils se figèrent. C'est un malentendu. On a reçu un appel concernant une activité suspecte. Bredouilla Mitchell, la voix tremblante. Mais Elia ne dit rien. Pas un mot. Il se releva lentement, frotta ses poignets marqués par les menottes, remit sa veste soigneusement, puis ses lunettes. Son regard croisa celui de l'adolescent qui filmait. Ils échangèrent un signe de tête silencieux. Puis, il suivit l'agent du secret service jusqu'à la voiture fédérale, sans un regard en arrière. Ce même soir, la vidéo tournée par le jeune témoin fut mise en ligne. En moins de 2 heures, elle explosa sur TikTok, puis sur Instagram et X, anciennement Twitter. On y voyait un homme calme, digne, respectueux, traité comme un criminel sous prétexte qu'il conduisait une voiture de luxe dans un quartier populaire, alors qu'il était en route pour participer à une réforme censée prévenir précisément ce genre d'abus. Le hashtag almohadilla Elijah Carter devint viral. En moins de 12 heures, il atteignit 1 million de mentions. Les commentaires affluaient de toutes parts, politiques, artistes, activistes, citoyens anonymes. Michelle Obama publia une story. Quand un intellectuel noir, professeur à Harvard, doit encore montrer ses mains pour survivre à un contrôle de police, nous avons échoué. LeBron James écrivit. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi on ne lâchera rien. Justice pour tous les Elijah. Ava DuVernay repartagea la vidéo en tweetant. Ce n'est pas un incident isolé. C'est un miroir. Mais c'est le président des États-Unis lui-même qui mit un point d'exclamation à cette journée dramatique. Si le docteur Elia Carter peut être humilié publiquement alors qu'il conseille mon administration, imaginez ce que subissent ceux que personne ne connaît. Cette nation a encore du chemin à faire. Le département de la justice annonça dès le lendemain matin la suspension immédiate des 2 policiers. Une enquête fédérale fut ouverte sur les pratiques discriminatoires dans leur district. Quant à Elia Carter, il reprit son travail comme si de rien n'était, mais quelque chose avait changé. Il n'était plus simplement un intellectuel ou un conseiller. Il était devenu un symbole. Une vérité que l'Amérique ne pouvait plus ignorer. Souhaitez-vous que je développe la suite du retentissement médiatique et politique, ou l'impact personnel sur Elia Carter? Quelques jours plus tard, Elia accepta de prendre la parole lors d'un sommet à la Maison-Blanche intitulé « Réimaginer la justice raciale ». Devant une salle comble, il se leva,
imposant dans son calme, et déclara. J'ai été arrêté non pas parce que j'étais dangereux, mais parce que, dans l'esprit de deux hommes, ma couleur et ma voiture ne pouvaient pas coexister. Je suis docteur en droit, professeur à Harvard, conseiller du gouvernement. Mais ce jour-là, aucun diplôme, aucune position ne m'a protégé de la présomption d'être une menace. Je ne parle pas aujourd'hui pour moi. Je parle pour les enfants noirs qui n'ont que leur poche vide et leur peau comme passeport, et qu'on fouille quand même. Je parle pour ceux qu'on enferme, qu'on violente, qu'on efface, parce que personne ne filme. Si ce pays veut grandir, il doit d'abord apprendre à ne plus avoir peur de la dignité noire. Un silence sacré suivit, puis une ovation. Et un changement, cette fois, sembla amorcé pour de bon. Les policiers responsables furent révoqués. Une loi, inspirée par l'affaire Elia Carter, fut votée 6 mois plus tard, imposant des formations antiracistes obligatoires dans toutes les académies de police et la mise en place de capteurs biométriques dans les véhicules pour prévenir les abus. Mais Elia, lui, ne chercha pas de vengeance. Il continua son travail, encore plus déterminé, portant la voix des invisibles dans les plus hauts lieux du pouvoir. Et dans les rues de DC, le nom Carter devint pour beaucoup un symbole, celui d'un homme noir humilié, mais debout, respecté non pas malgré sa couleur, mais avec elle.